Au Niger, la ceinture verte aménagée pour lutter contre l'avancée du désert se dégrade, une situation qui préoccupe les autorités en charge de l'environnement du pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a à cœur le problème de pénurie d'eau qui sévit dans certaines communes. Il s'agit d'un des défis majeurs du président Alassane Ouattara. Une attaque contre un grand hôtel de la capitale Tripoli a fait au total 9 morts, un attentat revendiqué par les terroristes de l'État islamique. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons cette édition par le Niger, où la ceinture verte, l'espace aménagé pour contrer l'avancée du désert à Niamey, est en train d'être détruite. Le développement anarchique de cette ville réduit de jour en jour l'étendue de cet espace vert. Une situation qui interpelle la responsabilité des autorités nigériennes en charge de l'environnement. Les détails dans ce reportage de Mahamadou Abdul Karim. Il est le correspondant de Sika TV à Niamey. Cet espace, communément appelé ceinture verte de Niamey, a été créé en 1965, 5 ans après l'indépendance du Niger. Son objectif, freiner l'avancée du désert qui menace la capitale. 50 ans après, cette ceinture verte qui était de plus de 2000 hectares meurt lentement, mais sûrement, chutant à moins de 1000 hectares. Elle est victime d'une urbanisation galopante de la ville de Niamey et sans aucun schéma directeur. Une situation préoccupante pour les autorités en charge de l'environnement au Niger. Si on fait un lotissement, ça veut dire qu'on va vendre des parcelles à des citoyens. Si on vend des parcelles à des citoyens, ils vont faire la mise en valeur. Maintenant, si un seul promoteur a été, en tout cas, a eu la chance d'avoir un arrêté et a fait le lotissement, il va avoir autour de lui des milliers de personnes qui ont des parcelles, qui vont vouloir donc. Le ministère en charge donc de l'environnement a régulièrement effectué des missions de patrouille, d'information, de sensibilisation. On est parti jusqu'à déclarer la zone d'utilité publique. Vous voyez? Mais au regard donc de tout ça, les pressions sont multiples. Au-delà du morcellement anarchique de l'espace, la ceinture verte est aussi devenue un dépotoir sauvage pour certains usagers. Elle est jonchée de tonnes d'ordures et d'immondices qui troublent le sommet des riverains. Vraiment, nous, le fait qu'on vive ici à côté donc, de cette ordure, vraiment, ça nous dérange. Ça nous dérange et c'est très nuisible pour nous. Non seulement du point de vue sanitaire, ça dérange. Non pas nous-mêmes, mais nos descendants. Donc nos enfants, j'allais dire. Ensuite de cela aussi, en plus de l'impact que ça a sur nos santé, je peux dire que ça contribue aussi à la destruction donc, de cette ceinture verte que vous voyez, qui est aussi vraiment un vecteur donc, un patrimoine, j'allais dire. Face aux multiples pressions sur cette ceinture verte, l'État l'a déclarée d'utilité publique. Tous les acteurs et citoyens sont sensibilisés sur la nécessité d'arrêter la destruction de l'espace. Le gouvernement a pris des mesures et est en train de prendre des mesures, bien sûr. Donc, vous avez vu, bien sûr, et vous avez entendu qu'on a arrêté, on a suspendu en tout cas les lotissements privés. Ça, c'est important déjà. Il faut freiner en tout cas ces opérations. Et d'autres mesures sont en train d'être prises ou qui sont en cours, donc, en tout cas par rapport pour mettre fin. Parce que cette situation, tant que, en tout cas, il n'y a pas eu le concours de tout le monde, c'est un peu complexe. Parce que le citoyen, l'État, doit mettre tous les citoyens dans leurs droits. Parce que les gens, à chaque fois quand les patrouilles passent, ils disent, eux, ils ont payé. Les lotisseurs ont fait des lotissements, ils ont eu un arrêté. Vous voyez tout ce problème, ce qui fait que maintenant l'État a pris les choses en main. En tout cas, on est là. Un comité a été mis en place qui a fait des propositions que nous pensons qu'à partir de ces propositions, en tout cas, la situation sera décantée. Aujourd'hui, pour sauvegarder ce patrimoine hérité de l'indépendance, l'État du Niger a élaboré un plan national de réhabilitation de l'espace, plan auquel adhèrent plusieurs partenaires nationaux et extérieurs. Le plan vise notamment à reboiser la ceinture verte avec plusieurs espèces d'arbres. La ceinture verte sera ensuite entièrement clôturée.
En Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique du pays, compte aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. La démographie galopante a aussi ses conséquences. Entre autres conséquences, le problème de disponibilité d'eau potable dans certains quartiers d'Abidjan. C'est l'un des défis majeurs du programme d'action du président Alassane Ouattara. Le constat dans ce reportage de Partène Assemian. Il est le correspondant de Sika TV en Côte d'Ivoire. Ici, Abidjan est aujourd'hui fier de son 3e pont, magnifique œuvre architecturale supplombant la lagune ébriée. Il y a pourtant une difficulté qui fait courber l'échine devant les besoins incessants et pressants des populations, l'accès à l'eau potable. Les canalisations qui sont restées pendant 4-5 ans sans recevoir aucune goutte d'eau ont pris énormément d'air. Et il y a tout un processus qui consiste à chasser entièrement cette air-là avant que l'eau puisse arriver à bonne pression. Dans ces quartiers particuliers, le travail est en cours et donc certains reçoivent de l'eau maintenant toute une partie de la journée ou toute une partie de la nuit et ça vient progressivement. Comme Abidjan, beaucoup de capitales africaines connaissent souvent des pénuries d'eau. Pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques, le gouvernement ivoirien a pleinement conscience des efforts à faire pour résoudre le déficit d'approvisionnement en eau potable. Suite à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Niangon à Yopougon en décembre 2014 par le président Alassane Ouattara, Patrick Achi a procédé à une visite des ménages de la dite zone pour s'enquérir de l'effectivité de la distribution d'eau. Ici, l'on voit une reconnaissance intarissable aux actions de l'État. On a payé l'eau pendant 10 ans. Moi, je suis ici depuis 2001, on a combien d'eau? Chez moi, là-bas, il y a un gros système où je remplis à 5 000 francs. Ça ne vaut pas une semaine, c'est fini. J'ai des jumeaux, j'ai leurs grands soeurs, grands frères. Ça ne suffit pas. Mais grâce à Dieu, depuis le 16, on a l'eau. Vraiment. À cette ivresse se mêla la détresse de certains ménages dans la commune d'Abobo. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement ivoirien a investi plus de 5 milliards de francs CFA au titre de l'année 2014 pour résoudre le flot du manque d'eau en Côte d'Ivoire. L'inauguration de cette station d'eau par le président Alassane Ouattara à Moussou, à quelques kilomètres d'Abidjan, est annoncée dans les jours qui suivent. À Bobo, certains robinets restent ouverts, attendant la manne précieuse. Direction la Libye à présent, au moins 5 étrangers ont été tués par des hommes armés qui ont pris d'assaut ce mardi un grand hôtel de Tripoli, la capitale. Au total, 9 personnes ont été tuées dans l'attaque qui a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Outre les 5 étrangers, une personne prise en otage par les assaillants et dont la nationalité n'était pas connue a péri lorsque les hommes armés se sont fait exploser. 3 membres de sécurité sont également morts. Reportage. Au total, ce sont 9 personnes, dont 5 étrangers, qui ont été tués ce mardi dans l'assaut de plusieurs heures lancé contre un hôtel de Tripoli par des hommes armés qui, au final, se sont fait exploser. Nouvel exemple du chaos qui règne en Libye. Au moment où l'attaque était en cours contre le grand hôtel La Corinthia, dans le centre de la capitale, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique l'a revendiqué, selon le Centre américain de surveillance des sites islamistes. On ignorait dans l'immédiat la nationalité des étrangers qui ont été tués par balle par les assaillants, mais le porte-parole de la sécurité a précisé que 2 femmes figuraient parmi eux. L'assaut contre le Corinthia, connu pour accueillir des diplomates, des responsables libyens et des étrangers, a commencé le matin par l'explosion d'une voiture piégée devant l'établissement. Il s'est achevé en milieu d'après-midi avec la mort des 3 assaillants qui ont détonné des ceintures explosives qu'ils transportaient alors qu'ils étaient pourchassés et encerclés. Au 24e étage de l'hôtel, étage normalement réservé à la mission diplomatique du Qatar, mais aucun diplomate ne s'y trouvait au moment de l'attaque. Le chef du gouvernement autoproclamé de la Libye, Omar Al-Hassi, se trouvait également à l'intérieur de l'hôtel au moment de l'assaut, mais il a été évacué sain et sauf. C'est à présent l'instant de la revue de presse africaine et c'est avec mon confrère Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour, Bella Romancé. Alors avec vous, nous allons découvrir la une des journaux parus ce mercredi et on constate que les journaux et sites d'information sont largement revenus sur la manifestation d'hier qui s'est tenue devant le siège de la MINUSMA et qui a tourné au drame. C'était ça et nous allons tout de suite démarrer avec Mali Jet
qui nous apprend qu'à Gao, on dénombre 3 morts dans une manifestation contre la MINUSMA. L'information a également été relayée par Maliweb qui affiche 3 personnes tuées lors d'une manifestation anti-MINUSMA à Gao. Africom, qui a suivi aussi de bout en bout la manifestation, voit plutôt les chiffres à la hausse. 5 morts dans la manifestation anti-MINUSMA. Plus s'intéresse à la suite de cette manifestation sanglante et précise que la force de l'ONU au Mali a fini par faire marche arrière au sujet du programme contesté. Il s'agit d'un site de sécurité temporaire que la MINUSMA voulait mettre sur pied et qui a fait objet de manifestations. En Algérie, Alger 1 s'intéresse plutôt à la situation que vous avez évoquée tout à l'heure. Il s'agit de cet attentat en Libye et précise qu'il y a eu 3 morts au cours de l'attaque contre l'hôtel de Tripoli. Mais Tunisie numérique précise que le bilan est beaucoup plus lourd. 9 morts dans l'assaut contre des hommes armés retranchés dans un hôtel à Tripoli. Africa Sounou dit que le bilan peut être revu à la hausse. Il s'agit plutôt d'au moins 9 morts. On continue de compter donc les morts. Les blessés peuvent aussi passer de l'autre côté du rideau. Slit Afrique dit que la journée a été également sanglante du côté du Kenya. Un mort, c'est au cours d'une manifestation contre la disparition de revenus touristiques. Alors, parlons un peu de la situation au Burundi. Une semaine après l'incarcération du directeur de la RPA, la mobilisation ne faiblit pourtant pas. Eh oui, la mobilisation est toujours monstre au Burundi. AAA rapporte que la journée d'hier a été décrétée mardi vert au Burundi pour réclamer la libération pure et simple du directeur de la radio africaine RPA. Idihe, un autre site burundais d'information, précise qu'il s'agissait hier d'une campagne pour demander la libération de Bob Rugurika. Challenge s'intéresse, là nous sommes en Tanzanie, et Challenge, disais-je, s'intéresse plutôt à l'interdiction de la publication d'un important hebdomadaire régional, East Africa, qui fait assez d'émule en Tanzanie. Et suite à cette interdiction, nous précise Star Africa, la réaction de l'UE ne s'est pas fait attendre. L'Union européenne dénonce l'acte. Niger Diaspora s'est penché également sur la situation des confrères au Niger. Les Nigériens, journalistes bien entendu, portent plainte contre INS, qui avait été malmené au cours de la marche de protestation anti-Charlie. Alors, Joaillier Tondi, on remarque également en République démocratique du Congo que le vote, après le vote du projet de loi électorale, l'opposition ne rengaine pas également. Oui, l'opposition tient toujours à obtenir gain de cause et là, jusqu'à bout. Congo 24 nous précise que l'opposition a changé de fusil d'épaule et demande maintenant la publication d'un calendrier global pour les prochaines joutes électorales. Jeune Afrique, témoin des faits, précise que l'opposition n'entend pas lâcher du lest. La situation des élections sur le continent, nous allons là au Bénin avec le confrère de la matinée qui rapporte que l'affichage de la LEIP est effective. Malgré le raté, l'opération suit normalement son cours. Fraternité a préféré s'intéresser à un autre sujet. Nous sommes là toujours au Bénin, à une opération appelée opération Hôpitaux Morts qui paralyse tous les centres hospitaliers au Bénin. Actuellement, la ministre alors appelle au dialogue. Alors, des nouvelles de la CAN 2015 avant de finir cette revue. La liste des qualifiés pour les quarts de finale ne cesse de s'allonger. Oui, hier, 2 nouveaux qualifiés pour les quarts de finale. Abidjanet précise que l'Algérie et puis le Ghana se joignent désormais aux qualifiés des quarts de finale. Foot Mercato rapporte l'information sous cet angle. L'Algérie se qualifie, le Ghana s'offre un incroyable retournement de situation. C'est dire que le travail a été laborieux hier pour les Black Stars pour décrocher le billet pour les quarts de finale. Merci à vous, Joaillier Tondi, pour cette revue assez riche. C'est moi. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.